Voici pour l'essentiel de l'actualité à 18h. Tout de suite, vous retrouvez Marie-Aline Melli. Bonsoir, soyez les bienvenus dans 18h Week-end. Ravi de vous retrouver au sommaire. Le pari fou de Donald Trump, recevoir Poutine aux États-Unis, en Alaska, une terre de l'ex-empire russe. Un choix stratégique du président américain, convaincu qu'il a les cartes en main face au président russe. Une rencontre sans Zelensky ni les Européens mis hors jeu. L'Ukraine sera-t-elle sacrifiée sur l'autel de ce sommet? La question est posée alors que Washington avance l'idée d'un échange de territoire entre Moscou et Kiev pour faire taire les armes. Quelle est la carte que Trump et Poutine ont en tête? C'est ce que nous verrons avec le colonel Goya, carte à l'appui. Poutine prépare-t-il déjà la guerre de demain? Des troupes russes et biélorusses sont en ce moment aux portes de l'OTAN. Une mobilisation en vue d'exercices militaires, les APAD de septembre, qui ont lieu tous les 4 ans. Mais ces manœuvres inquiètent l'Europe. Les derniers entraînements hors normes de Moscou et Minsk étaient en réalité une répétition de la guerre en Ukraine. 19h30, les tribunes libres. Ce soir, Richard Verly, Sergueï Girnov et Sylvie Berman. Voilà pour le programme. Le 18h Week-end, c'est parti. L'image du jour s'écoute. Le retour à Paris d'un groupe de légendes, AC/DC, en concert ce soir au Stade de France, 10 ans après son dernier passage. C'est ma préférée. AC/DC s'apprête à électriser le ciel de Paris devant 70 000 spectateurs. Le groupe de hard rock australien aux 200 millions d'albums vendus dans le monde et formé à Sydney en 1973 n'a pas pris une ride, une énergie débordante, du rock pur et dur. Angus Young qui nous a régalé, qui nous régale depuis des décennies avec ses solos de guitare dans toutes les positions. C'est tellement donné sur scène à une époque qu'il perdait 2 à 3 kilos par concert. Angus Young et son célèbre uniforme d'écolier est devenu l'un des symboles d'AC/DC. Il a joué tour à tour déguisé en Zorro, en Super Angus, costume de Superman, retravaillé avec un grand A sur la poitrine, ou encore en gorille au pavillon de Paris en 1979. Déchaîné, il avait fini en transe et s'était saisi d'un masque à oxygène pour reprendre son souffle avant de se jeter dans la foule. À plus de 70 ans, osera-t-il réitérer l'exploit ce soir? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs autour de la table? Richard? Évidemment, c'est Highway to Hell, c'est la chanson d'une génération et il se trouve que c'est la mienne. Donc oui, je ne serai pas samedi, mais je crois qu'il y a encore des places disponibles, on m'a dit, pour mercredi. Mais en fausse. Voilà, en stade. Vous y allez, colonel? Malheureusement non, mais on est de la même génération. On a une petite préférence pour Thunderstruck. Sergueï Girnov. J'avais 12 ans lorsque ça a été créé. J'étais derrière le rideau de fer. On ne connaissait même pas l'existence de ce groupe. Oh, Sylvie Berman. Oui, bah, c'est les musiques sur lesquelles on dansait. Donc... Oh, et sur lesquelles on danse toujours, Sylvie. On danse toujours. Car évidemment, AC/DC, ils sont cultes. Et on a hâte de voir... on verra les images après, nous évidemment, ce qu'ils vont donner ce soir au Stade de France. Nos férus de musique sont surtout d'éminents experts. J'ai donc le plaisir d'accueillir ce soir le colonel Michel Goya, bonsoir. Bonsoir Marie-Aline. Consultant militaire pour LCI. Sylvie Berman, bonsoir. Ex-ambassadeur de France en Russie, en Chine et au Royaume-Uni. Richard Verly, bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit, aux éditions Bernard Grasset. Peut-être qu'on va voir apparaître l'ouvrage. Et Sergueï Girnov, bonsoir, ex-officier du KGB, spécialiste en renseignement. Vous aussi, vous avez écrit un livre. On va retrouver la couverture dans quelques instants. Le titre ?
l'ombre des légendes. Ah, tout un programme. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans 18h Week-end pour parler du pari fou de Donald Trump. Recevoir Poutine aux États-Unis, en Alaska, une terre de l'ex-empire russe vendue à l'Amérique au 19e siècle à l'époque. Un choix stratégique sur lequel nous allons évidemment nous arrêter. Regardez ce que dit Donald Trump sur Truth. La rencontre très attendue entre moi-même en tant que président des États-Unis d'Amérique et le président russe Vladimir Poutine aura lieu vendredi prochain, le 15 août 2025, dans le grand État de l'Alaska. Le président américain convaincu qu'il a les cartes en main face au président russe. Écoutons. Est-ce la dernière chance pour la Russie d'instaurer la paix ? Je n'aime pas utiliser l'expression « dernière chance ». Vous savez, quand les armes à feu commencent à tirer, il est très difficile de les faire taire. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ait lieu. Mais je pense que nous approchons d'un accord. Ce n'était pas ma guerre, c'était celle de Biden. Est-ce la réunion de la dernière chance? Ce qui est sûr, c'est que c'est un face-à-face inédit qui va donc se jouer sur le sol américain. Est-ce que vous comprenez ce choix? Qui se lance? Richard? Oui. Colonel? Sergueï Girnov? Oui. Pourquoi? C'est un choix pour casser l'Europe et casser l'Ukraine. Donc on a choisi l'endroit où l'Amérique et l'Asie se retrouvent, où se retrouve la partie asiatique de la Russie, où se trouve la partie pacifique de l'Amérique, d'ailleurs symbolique puisque c'est un territoire anciennement appartenant à l'Empire russe. Et donc on est face à la Chine, face à l'océan Pacifique, et l'Europe et l'Ukraine sont laissés de côté absolument 10 000 km plus loin. Sylvie Berman, parole d'ex-ambassadeur. Écoutez, du point de vue de Donald Trump et de Vladimir Poutine, c'est un choix intelligent, justement, parce que c'était la frontière entre les deux pays. Et d'ailleurs, les Américains avaient organisé une rencontre avec les Chinois. C'était pas un sommet, c'était les ministres des Affaires étrangères à Anchorage, il y a quelques années, pour essayer de trouver une formule de réconciliation. Ça s'était plutôt mal passé. La raison qui avait été évoquée, c'était celle-là, c'est que c'était, sur le plan logistique, plus facile pour les Chinois. Là, pour Donald Trump, il est chez lui. C'est vrai que symboliquement, ça a été un territoire russe qui a été vendu tout à fait normalement parce que les Russes considéraient que ça leur coûtait trop cher, que ça rapportait peu. Les Américains, à ce moment-là, il y a eu une presse catastrophique en disant « mais qu'est-ce qu'on a acheté trop cher, c'était 7 millions de dollars, c'est un jardin de glace, c'est un frigidaire, etc. etc. » Je crois que maintenant, ils n'en sont pas contents. Donc, de leur point de vue à eux, c'est un choix, effectivement, tout à fait intelligent et original aussi. Trump reçoit sur ses terres et Poutine sera à 85 km de chez lui en franchissant le détroit de Bering. Richard Verly, votre quotidien Blick a fait un article sur les paris fous de Trump à travers ce sommet. Oui, alors j'entends bien ce que dit M. Girnov, mais est-ce que franchement ça aurait été un meilleur signal pour l'Europe si ça avait eu lieu à Abu Dhabi comme on l'évoquait au début? J'en suis pas sûr du tout. Donc peut-être y a-t-il cette volonté, effectivement, de réunir un consortium russo-américain sur des terres qui sont tellement voisines entre les États-Unis et la Russie, mais de facto, il fallait organiser ce sommet rapidement. La décision, bon, peut-être qu'elle était déjà dans le tuyau, mais elle a été prise très récemment. L'Alaska permet d'offrir des garanties sécuritaires à Vladimir Poutine. Par ailleurs, il y a toute la question quand même de la Cour pénale internationale, rappelons-le, que les États-Unis n'ont pas signé, donc ils peuvent recevoir Vladimir Poutine qui est poursuivi devant cette Cour pénale internationale pour crime de guerre. Donc, et il y aura une deuxième rencontre, en tout cas si l'on croit ce qui a été publié, en Russie cette fois. Donc je ne sais pas s'il s'agit effectivement de casser l'Europe et de l'Ukraine. Alors on a tous du souci à se faire. Il faut espérer que d'autres considérations aient amené à choisir ce lieu. Colonel. Oui, bon, tout a été dit. On est à la frontière en réalité entre les deux empires. On est à la frontière aussi économique. C'est une région très importante économiquement pour la Russie. La grande route du Nord,
Le cercle polaire, c'est 20% du produit intérieur brut russe. C'est quelque chose de très important, qu'il devient aussi pour les États-Unis. Donc le lieu plutôt habile des deux côtés. C'est maintenant, il faut voir concrètement, le plus important, c'est quand même ce qui va se passer dans quelque chose qui tend à ressembler à une sorte de Yalta, de réunion des grandes puissances qui vont discuter un peu du sort d'autres qui ne seront pas présents. Et il faut voir ce qui va en sortir. Dans tous les cas de figure, pour l'instant, dans l'immédiat, c'est de la part de Vladimir Poutine quand même plutôt un succès. C'est-à-dire qu'il a répondu par de fausses concessions à une pression un peu molle de Trump. Il n'a toujours rien concédé. Il a obtenu une rencontre au sommet avec Trump, donc avec le président des États-Unis, ce qui, il y a quelques temps, était quand même quelque chose d'assez inconcevable. Donc voilà, il se place au niveau qui lui paraît être le sien. Et à partir de là, on va voir ce qui va en sortir. Mais je suis quand même assez pessimiste sur la suite, et notamment pessimiste pour l'Ukraine et les pays et les Européens. Et justement, Sergueï Girnov, on peut revoir la carte. Alors, c'est pas tout à fait à mi-chemin, mais on va dire qu'on est entre Moscou et Alaska, 7000 km, et entre Washington et Alaska, 5500 km. Mais c'est pas vraiment un terrain neutre, symboliquement, l'Alaska. Non, c'est pas neutre du tout. En fait, c'est sur le sol américain. Donc, du coup, c'est Poutine qui a gagné, clairement. C'est ce que je dis depuis 3 jours. Poutine est en train de gagner tous ses vœux, parce que en fait, il voulait avoir la rencontre en face à face avec Donald Trump. Il voulait se positionner en tant que superpuissance face à l'Amérique. La Russie n'est pas une superpuissance. La Russie est un nain économique. Les seuls 2 caractères de superpuissance que la Russie garde encore, c'est le territoire. C'est un énorme territoire. C'est le plus grand pays du monde. Plus l'arsenal nucléaire soviétique que la Russie a modernisé tant bien que mal. Mais pour le reste, la Russie n'est pas une superpuissance, contrairement à l'Union soviétique. Parce que la Russie ne propose aucun modèle universel au monde. En fait, le seul modèle, c'est adorer Poutine, le régime poutinien, et vous serez bien. Mais la chose la plus difficile pour nous d'avaler, si vous voulez, cette histoire, c'est que Trump a fait soi-disant une pression sur Poutine en proclamant une sorte de pression sur 50 jours, puis après réduite, etc. Il a proclamé que vendredi 8, il ferait les sanctions sur la Russie si Poutine ne concluait pas accord avec l'Ukraine. Poutine n'a rien conclu et Trump le rencontre. Donc en fait, c'est un cadeau et en réalité, c'est une perte énorme de Trump. Parce qu'à la limite, cette rencontre, Poutine la voulait tellement que Trump aurait dû négocier. Vous savez, il y a 40 ans, Trump a écrit le livre qui s'appelle « L'art de négocier ». Et en fait, il se comporte comme quelqu'un qui ne sait négocier absolument pas. Le 12 février, c'est lui qui appelle Poutine, c'est lui qui lui cède tout de suite, sans aucune négociation, tout. Et là, encore un cadeau à Poutine. C'est un désastre. Écoutez justement ce que dit la télévision russe à propos de la Russie et de son lien avec l'Alaska. Nous avons l'habitude de récupérer ce qui nous appartient et nous continuerons toujours à le faire. Les 7,2 millions de dollars pour lesquels notre Alaska a été vendu ne représentent pas une somme énorme. Nous pouvons trouver cette somme et la proposer à nos partenaires américains afin qu'ils envisagent de nous rendre l'Alaska. C'est un excellent plan. L'Alaska, c'est l'État que Poutine veut récupérer ? Non, mais ça, c'est une plaisanterie habituelle chez tous ces propagandistes. Ils ne veulent pas le récupérer. Ils n'en voulaient pas. C'est pas parfois c'est extorqué par les États-Unis, par un autre pays, mais c'est les Russes qui voulaient s'en défaire, donc il n'en est pas question. Mais ils rappellent que ça leur appartenait. Si, actuellement, parce que vous avez un mouvement nationaliste russe qui met les pancartes dans les villes. Alaska Nasha, l'Alaska est la nôtre. Et vous avez Poutine, vous avez la Cour suprême de Russie qui, il y a 2 ans, il y a 3 ans, en 2022, en mai 2022, a reconnu ce traité de vente de l'Alaska aux États-Unis non conforme au droit international. Donc la Cour suprême de Russie, a voté, a adopté cette décision. Et Poutine, je vous rappelle, il y a 1 semaine ou il y a 2 semaines, a dit là où le pied d'un soldat russe se pose, c'est à nous. Et donc en fait, c'est pas du tout neutre. Mais en tout cas, ils l'ont. Alors moi, je ne parle pas d'aujourd'hui.
en 1867, ils l'ont vendu parce qu'ils n'en voulaient pas. Et les Américains n'étaient pas très chauds. L'opinion publique américaine n'était pas très chaude. Donc je pense que tout ça fait partie de cette propagande habituelle. Mais effectivement, c'est pas complètement neutre. Mais du coup, je ne sais plus quelle était votre question. C'était sur est-ce que c'est bien l'État qu'il rêve de récupérer et vous disiez qu'on joue là-dessus à la télévision russe. C'est du fantasme. Là-dessus, tout à fait. Mais bon, ils vont pas sur récupérer. Sur l'Ukraine, on disait la même chose. Par rapport à la Crimée, on disait la même chose il y a 30 ans. Il faut toujours se méfier avec Vladimir Poutine. Les Kazakhs sont très méfiants parce qu'on dit la même chose sur le Kazakhstan. On dit la même chose sur les Pays-Baltes. On dit la même chose sur la Finlande. On dit la même chose sur la Pologne. Vous savez, quand... On y reviendra justement sur Poutine et les guerres, là où les guerres qu'il prépare demain. Sur cette rencontre, selon nos confrères de CBS, qui citent un haut responsable de la Maison-Blanche, la présence de Zelensky à ce stade n'est pas totalement exclue. La planification du sommet de vendredi prochain est encore fluide et il est toujours possible que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, soit impliqué d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça vous semble probable, Richard Verly ? Probable à ce stade, non. Possible, oui. Oui, c'est possible. Il est possible que Donald Trump décide de convier Zelensky sous un format à définir, je ne sais pas du tout lequel, parce que de toute manière, si Zelensky assiste à ce sommet, ce sera porté au crédit de Donald Trump. Ce sera Trump qui aura obtenu la fameuse rencontre entre Zelensky et Poutine, sachant que Zelensky s'est dit d'accord pour cette rencontre depuis déjà un moment. Donc je n'exclus pas, à titre personnel, sur la base de ce que je lis, j'exclus pas que ce soit possible. Est-ce que c'est probable, quand on regarde les déclarations des uns et des autres? On peut penser que non, parce que déjà beaucoup de discussions ont été engagées, semble-t-il, sur la cession de territoire et sans en référer au président ukrainien. Mais Trump aime les coups de théâtre, et les coups de théâtre télévisuels et médiatiques, celui-là, ce serait un sacré coup de théâtre. Et je dois vous dire que ça peut être un piège. Ça peut être un piège terrible, comme le 28 février de cette année, lorsque Zelensky a été piégé à la Maison-Blanche. En fait, là, ça risque de se passer exactement de la même manière. Ça veut dire, entre Trump et Poutine, qui, eux, décident de sortir de l'Ukraine, Zelensky peut se retrouver seul, moqué des deux côtés, enfin, pressé des deux côtés. Et en plus, il sera hors sol. Il sera sur le sol donc à 8000 km ou 9000 km de l'Ukraine et bien évidemment sans la présence européenne qui le conforte. C'est pour ça d'ailleurs il passe son temps aujourd'hui à échanger avec quasiment toute l'Europe occidentale, mais sa présence donc à Anchorage peut être un piège.